Ils prétendent détenir les clés de notre personnalité, de notre bonheur. Je me dis, mais bon sang, c'est bien sûr, j'arrive à retrouver mon essence. Donc je suis persuadée d'avoir retrouvé le sens de ma vie. Voire de notre guérison. Ces mains, paraît-il, auraient le pouvoir de soigner. En 5 ans, les signalements de dérives sectaires ont augmenté de plus de 85%. Gourous et charlatans ont un nouveau terrain de chasse. Internet et les réseaux sociaux. Ces mouvements ont leurs propres lois et se nourrissent de l'argent de leurs adeptes. Personnellement, je me suis endetté pour un montant entre 30 et 40 000 euros. Comment recrutent-ils? Comment les victimes basculent-elles d'une simple quête de sens à l'emprise mentale? Cette coupure avec la famille, les parents, les amis, tout était devenu horrible. C'est extrême à ce point-là. J'étais à l'état d'esclave. Nous avons infiltré certains de ces mouvements, comme le pranisme, qui prône le jeûne total en se nourrissant uniquement de lumière. Ça, c'est un miracle. Sinon, on ne peut pas expliquer ça. Il y a un maître à penser, c'est lui qui décide, et les adeptes se positionnent, oui, dans un comportement d'enfant. Certains mouvements grandissent en marge de religions établies depuis des siècles. Nous sommes jeunes et nous sommes peut-être aussi un peu petits, en tout cas fous de Dieu. Nous avons enquêté sur la fraternité Saint-Pie-X. Ces dessins qui se moquent de la Vierge Marie, eh bien ça monte jusqu'au ciel et ça attire la colère de Dieu. Et ces journaux satiriques, eh ben, le châtiment est arrivé. Des discours intégristes, anti-républicains, sexistes. Quand c'est possible que la femme reste au foyer, c'est égal, je pense. Quand ce n'est pas possible, c'est un métier où on peut aussi rester à la maison. Ouais, la femme qui fait la couture. Pour diffuser ses idées, la fraternité a même ses propres écoles. C'est là que j'ai repéré que dans un livre que Pétain avait sauvé la France. L'embrigadement commence parfois dès le plus jeune âge. En France, plus de 80 000 enfants seraient élevés dans un contexte sectaire. Ils peuvent y être maltraités, pas soignés, battus. Certains ont grandi au sein de la communauté Tabitha's Place, un mouvement chrétien apocalyptique né aux États-Unis et implanté en France. Tous les membres de la secte qui pouvaient nous corriger, donc il y en avait certains qui étaient très durs. On m'a déjà mis tout nu, on m'a fouetté sur le corps entier, totalement à poil. En France, 500 000 personnes sont aujourd'hui coupées de leur famille et sont tombées dans cette spirale de l'endoctrinement. Souvent, elles ont honte de parler, mais nous allons vous raconter ce qui leur est arrivé. La plupart de ces gens ne mangent plus, ne boivent plus. Tous rassemblés ce jour-là, ils purifient leur corps et leur âme. C'est en tout cas la promesse du mouvement auquel ils adhèrent, le pranisme. Cette communauté compte 40 000 fidèles à travers le monde. Elle est considérée par l'État comme un mouvement propice à l'emprise mentale. À sa tête, en France, Nicolas Pilartz. Il prétend ne se nourrir de repas solides qu'1 à 2 fois par mois. Vous avez compris le thème, c'est vivre de lumière, la nourriture pranique. Vous êtes déjà tous en train de vous nourrir de prana, de chi, d'énergie. Car tout notre être est fait d'atomes partout, des cheveux jusqu'aux pieds. Ne plus se nourrir, vivre uniquement de lumière. Comment certains basculent-ils de leur recherche de bien-être au jeûne extrême? Comment détecter les signes d'embrigadement? Pour le comprendre, nous avons fait appel à un spécialiste, Benoît Jude. Alors, je suis détective privé spécialisé dans les dossiers qui concernent des dérives sectaires. Ce détective privé traque les preuves de manipulation mentale pour les proches de victimes. Avec lui, nous allons comprendre, étape par étape, ce que cache la promesse de bien-être de ce genre de mouvement et ses dangers. Cela commence souvent sur Internet, comme Nicolas Pilartz. Il y propose des stages d'initiation au processus pranique pour attirer de nouvelles recrues. Donc on laisse entendre aux gens qu'ils peuvent passer leur vie sans manger, sans boire, en prétendant que la nourriture est une forme de poison en fait. Donc moi je vais à l'intérieur de ce stage pour voir si on a une dérive sectaire, quoi.
Et les indices d'une éventuelle dérive sectaire ne vont cesser de s'accumuler. 2 heures après sa demande de renseignement, oui, allô? C'est Nicolas Pilartz lui-même qui le rappelle. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Est-ce que tu es globalement en bonne santé, je prends pas de médicaments? Non, pas de médicaments et pas de maladie chronique, plutôt en bonne santé. Ok, je vais t'envoyer les documents à remplir. Et, alors, on a... Un stage accessible à tous, en quelques clics, et sans contrôle médical. Selon Benoît Jude, c'est un premier danger. On s'y inscrit finalement assez facilement. Donc ouais, c'est dangereux parce que ça touche une masse de gens. Pour s'inscrire, il faut signer une décharge médicale en cas d'accident de santé. Le prix est plutôt accessible, 250 € pour 9 jours. L'infiltration commence en douceur. Les 5 premiers jours sont en distanciel. Et là encore, c'est Nicolas Pilartz lui-même qui anime le stage. Voilà, bienvenue les amis. Alors, c'est le premier jour de ce processus des 9 jours. On commence ensemble là aujourd'hui au liquide. Au bas de l'écran, 2 autres recrues. Ce sont des habitués. Benoît, lui, s'est inventé un personnage pour rassurer son interlocuteur. Je me présente du coup, je m'appelle Benoît, j'ai 40 ans. Comme j'expliquais à Nicolas, je suis déjà végétarien et dans un processus de jeûne intermittent. Je vous avoue que je suis un peu en interrogation, peut-être un petit peu de peur. Mais bon, si je suis là ce matin, c'est aussi pour avancer avec vous. Très bien, Benoît, merci. Oui, alors c'est normal d'avoir ce genre de peur, parce que la société, si elle nous regarde, on dit mais ils sont malades. Voilà, donc comme le mental, il résonne avec ce genre d'informations, il va envoyer ce genre d'informations. S'opposer à la société est une caractéristique des mouvements sectaires. Frugivore. Essayez aussi de ne pas trop en parler autour de vous. C'est quelque chose de très intime, très privé. Et les gens encore, même s'il y a beaucoup plus de personnes qui pratiquent l'alimentation pranique, c'est pas encore vraiment accepté par le mainstream, on va dire. Exiger la discrétion des participants est aussi typique de ces mouvements. La dérive sectaire s'installe dès l'instant où on nous met en rupture avec un environnement social, familial classique, qui peut être mon conjoint, qui peut être mes parents, mes amis, en commençant déjà à m'installer petit à petit dans le fait qu'il ne faudra pas que j'en parle aux autres et peut-être qu'à terme, il faudra que je leur monte. Les séances démarrent à 6h30 le matin par 3 quarts d'heure de méditation guidée par Nicolas Pilartz. Toutes nos cellules et nos atomes prennent dans la force vitale de l'univers, le prana, le ki, le chi, le mana, à chaque instant tout ce dont ils ont besoin pour être en parfaite santé et parfaite harmonie. Bon voyage. Employer un langage hermétique, mystérieux, peut être une technique de manipulation mentale pour exercer son pouvoir sur l'assistance. Nicolas déverse tout un tas de théories pseudo-scientifiques complètement délirantes dès le matin et les gens boivent ses paroles. Il s'installe en sachant, c'est-à-dire vraiment en gourou, quelqu'un qui a la vérité ultime. À partir du 6e jour, le stage a lieu en présentiel. Benoît s'apprête à rencontrer Nicolas Pilartz en chair et en os. Et nous allons découvrir que sur place, son discours est bien plus extrême. Le stage se déroule dans l'Aveyron, à 15 km de Saint-Affrique, dans cette ferme médiévale louée pour l'occasion. Les rencontres, dans des endroits reculés, sont une autre caractéristique sectaire. L'environnement physique participe toujours. On est très isolé, avec très peu de réseau. Ça met aussi dans un isolement psychologique, ça. Ça joue. Le détective a prévu de dormir dans son van aménagé pour y stocker les vidéos tournées en caméra cachée. Bonjour, Benoît. Une dizaine de participants est déjà là depuis plusieurs jours. Ça va? Ça va. Tu viens d'arriver? Ouais. Parmi eux, des étudiants, des retraités et même une femme médecin. Certains veulent perdre du poids. D'autres sont en quête spirituelle. Ils n'absorbent que des liquides depuis 6 jours. Certains semblent affaiblis. Une dame est déjà clairement fatiguée, je pense qu'elle fait entre 35 et 40 kilos et elle n'est pas toute petite, elle doit faire 1m65.
Donc elle est très amaigrie et physiquement, elle fait vraiment très faible. Les séances se déroulent dans cette salle. Elles sont rythmées par les monologues de Nicolas Pilartz, qui trône devant un tableau, un tigre en peluche à ses pieds. Dans le huis clos de cette pièce, il est beaucoup plus radical. Ça va avoir un effet sur votre rêve, la nourriture. Donc la maladie, la vieillesse, le poids, voilà, tout ça. Vous allez comprendre après la mécanique de la nourriture. Trop de nourriture, ça corrompt notre rêve. C'est comme une drogue dure. Vous êtes sous drogue dure. Une civilisation est sous drogue dure. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. On accompagne la transition avec des liquides. Selon Nicolas Pilartz, il serait possible de vivre sans ingérer aucune nourriture solide. Une pratique hautement déconseillée par la médecine. Suivez-moi bien ça. Oui, ça je comprends. Et donc vous êtes en train de faire votre expérience pranique. Du miracle, c'est ça. Ça, c'est un miracle. Non, ça ne peut pas expliquer ça. Il raconte que la nourriture réduirait notre quotient intellectuel, en fait ferait qu'on deviendrait des êtres inférieurs. Donc pour devenir des êtres supérieurs, Nicolas nous indique qu'il faut consommer que du prana. Le prana est un vieux mot indien qui signifie le souffle vital. Une énergie qui serait présente dans l'air et dans la lumière. Le stade ultime, selon Nicolas Pilartz, c'est d'atteindre le niveau 4. Le niveau 4, c'est tu bois très peu et tu ne manges plus. Et ce que tu bois n'est pas calorique. Nous, on a estimé dans notre catégorie moins de 10 calories par repas. C'est pour ça que naturellement, vous allez aller vers cette catégorie 4 où simplement la respiration vous suffira à terme. 10 calories par jour? Nous avons demandé l'avis de ce médecin, le docteur Bruno Reynard, chef du service nutrition à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. 10 calories, c'est quasiment rien, c'est équivalent de 0 pratiquement, puisque nos besoins sont d'au moins, pour une corpulence normale, aux alentours de 1500 calories par jour. En permanence, le corps dépense des calories. Donc cette dépense énergétique, si elle n'est pas couverte par l'alimentation, elle entraîne une déperdition des réserves qui fait qu'on va finir par tomber malade parce qu'on va être en carence nutritionnelle, en carence en vitamines, oligo-éléments, et surtout parce qu'on va perdre des moyens de défense immunitaire. Et dans l'Aveyron, pendant le stage, mieux vaut ne pas céder à la tentation de la nourriture. C'est ce que nous allons découvrir lors d'une simple balade en forêt. Un cèpe, un champignon comestible. La dame le ramasse. Mais de retour de la balade, Nicolas Pilartz la réprimande. La prochaine fois, tu regardes et tu laisses faire. Je fais quand je veux. Oui, si tu manges solide, je ne peux pas faire. Non, je ne mange pas de solide. Oui, mais tu surfes avec la possibilité et oui, tu mets les champignons sur la table. C'est comme une invitation. Tu aurais dû les laisser dans le bois. Laissez les choses là où elles sont. Vous êtes en processus. Mettez-vous de côté. Selon notre infiltré, cette façon d'infantiliser son auditoire, de contrôler les faits et gestes de chacun, serait un terrain propice à l'emprise mentale. Il y a un maître à penser, c'est lui qui décide, et les adeptes se positionnent, oui, dans un comportement d'enfant. C'est-à-dire qu'ils écoutent comme des enfants ce qu'on leur dit. On est dans un processus de soumission des gens. On peut clairement parler de dérive sectaire. Je vais te demander pas. Oui, je l'ai senti aussi, je l'ai entendu ce matin, que tu m'as dit, il faut que tu parles. Je te le rappelle maintenant. Oui. Parce que je sais que parfois, il faut insister avec toi. Un gourou, c'est une personne qui impose son savoir comme étant le savoir universel et qui prétend que tout le reste est faux et qu'il se prétend lui-même membre d'une catégorie humaine supérieure. Dans ce cas-là, c'est un gourou puisque c'est comme ça qu'il se présente. Benoît Jude pense qu'il assiste à une dérive sectaire. Il n'est pas le seul. C'est aussi l'avis de la Miviludes, l'organisme gouvernemental en charge de lutter contre les dérives sectaires. Dans son dernier rapport, elle dénonce les risques d'emprise mentale qui pèsent sur les adeptes du pranisme. En privant l'individu d'aliments, celui-ci peut se retrouver particulièrement vulnérable en raison de l'affaiblissement de son corps et donc de son esprit.
D'après ce document, le jeune Pranik serait responsable de 7 décès dans le monde. Et peut-être plus. Ici même, dans l'Aveyron, un autre décès pose question. En juillet 2017, un homme est mort pendant un stage animé par Nicolas Pilartz. Un Italien, surnommé Vanni, il avait 65 ans. Il était accompagné de sa femme. Nous avons retrouvé 2 témoins du drame. Elena est italienne. C'était la première fois qu'elle participait à ce stage. Un jeûne intensif de 21 jours. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé le jour de la mort de Vanni? Selon cette femme, l'homme n'avait rien mangé depuis 17 jours. Les 2 premières semaines, il participait tout le temps à la vie en communauté. Il ne s'isolait jamais. Mais la dernière semaine, il était plus silencieux, plus fatigué. Le 17e jour de jeûne, je dormais, j'ai été réveillée par des hurlements terrifiants. Vanni et sa femme étaient dans la salle de bain. Et là, il s'est évanoui et il est tombé par terre. Et je me souviens avoir crié « Au secours, Pilartz, aidez-nous !» Une autre femme dit avoir été choquée par le comportement de Nicolas Pilartz au moment du drame. Moi, j'étais énormément surprise de la réaction de Nicolas Pilartz, qui après s'est pointé, a continué exactement comme les autres jours. Et quand on lui a dit, bah ouais, quand même, il y a un problème, il nous a répondu, quoi, en fait, bon, Vanni a rejoint un autre monde, et puis c'est tout, il a quitté son corps, il n'y a pas de souci, quoi. Et au moment de sa mort, les gendarmes sont venus sur place? Non. Non, non. Comment vous l'expliquez, ça? Il n'y a absolument rien eu, ça a été conclu de mort naturelle, et voilà. Une mort naturelle ou provoquée par le jeûne intensif? Face à notre infiltré, Nicolas Pilartz rejette toute responsabilité. J'ai vu qu'il y avait eu un problème en 2017, mais c'était lié à quoi? Au pranisme ou c'est pas... Un décès, quoi. Ok. Ça a dû être un peu chaud à gérer quand même pour vous. C'était ici. Ouais. C'est toujours un événement pas facile à gérer. Ouais. Au final, après, ça a été. La famille du défunt n'a pas porté plainte. À ce jour, Nicolas Pilartz et son mouvement ne font l'objet d'aucune enquête judiciaire en France. Et lorsque nous lui avons demandé de réagir à notre documentaire, il n'a pas souhaité nous répondre. Depuis la pandémie, la quête de sens, de bien-être, de spiritualité n'a jamais été aussi forte. Un terreau fertile pour les gourous et soi-disant guérisseurs. J'ai inventé une méthode de chant particulière qui permet de soigner les gens, d'éliminer le stress, le doute, l'anxiété. Leur nouveau terrain de chasse, c'est Internet et les réseaux sociaux où ils promettent le bonheur. Comment se sentir bien instantanément? Instantanément? C'est possible ça? Oui, c'est possible. Une meilleure santé, voire notre guérison. Je sais qu'on a encore plus de pouvoir de guérison que ce qu'on nous laisse croire. En 5 ans, les signalements pour dérives sectaires ont augmenté de plus de 85%. Et cela inquiète jusqu'au sommet de l'État. Mars 2023, Sonia Backès, à l'époque secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, organise une mobilisation nationale. Le phénomène sectaire a quand même énormément évolué, de grosses structures qu'on avait avant à maintenant des petits groupes, voire des gourous tout seuls. C'est important qu'on mette un plan d'action, quoi. Depuis 20 ans, ce sont les premières assises de lutte contre les dérives sectaires. Sonia Backès sait que le combat est difficile. Elle-même a été membre de l'Église de Scientologie pendant 5 ans, une organisation épinglée à plusieurs reprises pour dérives sectaires. Moi, j'avais entre 9 et 13 ans. J'ai effectivement été dans une école scientologue qui a ensuite été fermée quelques années plus tard. Comme il n'y a pas de prof, on lit des polycopiés et les polycopiés, on les valide par un passage devant un détecteur de mensonges où on nous demande si on a bien lu tous les polycopiés, si on les a bien appris. Et j'ai une amie qui a vu le logo de la Scientologie sur un courrier et qui m'a dit « Attention, est-ce que tu sais que c'est une secte ?» Je n'avais jamais entendu le mot. Et du coup, j'ai eu un regard différent sur ce que
Ma mère m'amenait comme une évidence ou comme la seule réponse, la seule possibilité. Et au final, j'ai fait le choix de partir parce que mes parents étaient divorcés et que mon père m'a accueillie. Mais j'ai pas réussi à l'en sortir. Aujourd'hui encore, elle est décédée l'année dernière et elle est restée jusqu'au bout, scientologue. Pour ses assises, elle a invité beaucoup de monde. Bonjour. Des agents, des renseignements. Et c'est en train de renseignement criminel, gendarmerie. D'accord, enchantée. C'est direction police judiciaire, gendarmerie. D'accord, enchantée, merci d'être là. Et les associations d'aide aux victimes. Président de l'Île-de-France du Centre contre les manipulations mentales. D'accord, ok, merci d'être là. L'heure est grave. En un an, les services de l'État ont reçu plus de 4000 signalements. Les dérives sectaires représentent aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Une fois sous emprise, il est extrêmement difficile de sortir de cet état de suggestion psychologique, de se détacher du groupe sectaire ou du gourou. Aujourd'hui, 500 000 Français feraient partie de mouvements sectaires. Ce qu'on a appelé les gourous 2.0 se sont multipliés et utilisent les réseaux sociaux pour répandre leurs mensonges et gagner de plus en plus d'adeptes. Et il faut le dire et le redire encore, ces dérives en matière de santé conduisent parfois jusqu'à la mort. Un an après ces assises, 2 nouveaux délits sont reconnus. Celui de maintenir une personne en état de suggestion psychologique et un autre pour provocation à l'abandon des soins. La loi évolue, mais pour les victimes, le combat continue. Même quand le chef du mouvement est derrière les barreaux. À Nîmes, en octobre 2022, devant le palais de justice. Une foule s'amasse, principalement des femmes, impatientes d'apercevoir celui qu'elles considèrent comme leur maître spirituel. Voilà un an qu'il est en détention provisoire. Ce jour-là, il doit être entendu par une juge. Il est accueilli, tel une rockstar. L'homme dans ce fourgon se fait appeler Loup Blanc. Il prétend être un chaman, un prêtre sorcier, et parler aux esprits depuis son plus jeune âge. Le voici dans une vidéo sur son site internet, devant ses adeptes. Il est en pleine cérémonie de la danse du Condor. Il affirme communiquer avec le grand chef Sioux, Sitting Bull. Âgé aujourd'hui de 72 ans, Cyril Adam, de son vrai nom, est mis en examen. 10 femmes ont porté plainte pour abus de faiblesse, agression sexuelle et viol. Des actes qui auraient été commis alors qu'elles étaient sous l'emprise psychologique de Loup Blanc, selon elles. Malgré les faits présumés, d'autres membres de la communauté sont restés fidèles à leur maître spirituel. Elles sont ingénieures, comptables, professeurs des écoles, infirmières. Je comprends pas, absolument pas, les accusations qui sont portées contre lui. Des femmes qui n'ont pas ce qu'elles attendent, qui vivent une frustration, elles sont capables de tout. Parce que c'est des femmes qui ont la tête sur les épaules, qui ont un certain âge. Je veux dire, il n'y a aucune possibilité d'emprise entre adultes. Je veux dire, vous voyez, c'est à la limite de la bouffonnerie, franchement. C'est complètement fou, quoi. Pour l'avocat de Cyril Adam, les relations sexuelles entre Loup Blanc et ses adeptes étaient librement consenties. Vous avez surtout ici un ensemble d'adeptes et d'élèves qui sont dans la même situation, qui ont eu, dans le cadre de leur relation, une relation intime sur plusieurs années et qui ne se plaignent pas d'avoir été violés parce que tout ceci était parfaitement consenti et était dans le cadre d'une préparation. La justice devra déterminer si les rapports sexuels ont eu lieu sous la contrainte psychologique ou non. En clair, si ces plaignantes étaient sous emprise du chaman au moment des faits. 3 d'entre elles ont accepté de nous raconter leur histoire. Elles sont restées en moyenne une dizaine d'années dans la communauté. Elles témoignent anonymement par honte et peur des représailles. Ma mère était élève de Cyril Adam. C'est vraiment elle, en fait, qui m'a introduit auprès de lui.
J'étais une jeune cadre dynamique, j'avais 2 enfants en bas âge, j'étais complètement sous le poids de la jeune cadre, du poids de la maman avec tout le stress que je me mettais pour être une bonne mère, le poids de la maison qui doit être bien propre, bien nette. Enfin, j'étais mal, j'étais très mal même. Des femmes actives, insérées socialement, mais malheureuses dans leur vie. Ce mal-être, c'est la faille dans laquelle se serait engouffré Loup Blanc. Il leur propose une voie vers la sérénité, comme dans cette vidéo trouvée sur son site internet. Il y a toujours quelque chose en vous qui est triste qu'il faut aller chercher. Peut-être que cette tristesse sont vos rêves qu'on vous a volés, vos rêves que vous ne pouvez pas réaliser. Quand vous réaliserez et comprendrez la force de l'esprit, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter ? Je me dis, mais bon sang, c'est bien sûr, j'arrive à retrouver mon essence. Ça y est, j'ai retrouvé les gens qui parlent ma même langue, qui savent comme moi que la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo. Donc je suis persuadée d'avoir retrouvé le sens de ma vie. C'est ici, dans le Tarn-et-Garonne, que la jeune femme pense retrouver le sens de sa vie. Cyril Adam organise des stages de méditation dans un château qu'il loue pour l'occasion. Des stages suivis par des dizaines de fidèles. J'utilise l'image de la star, en fait, qui est complètement adulée, qui arrive, qui fend la foule. Il y a une ferveur absolument impressionnante. C'est comme si vous étiez dans une rivière entraînée par un courant. On est dans cette dynamique de groupe. Cyril Adam représentait Dieu sur terre. J'avais pas ma capacité de penser, puisque de toute façon, on s'en remet à Cyril Adam pour tout. C'est extrême à ce point-là. J'étais à l'état d'esclave. Un état de dépendance tel qu'elle n'hésite pas à payer cher pour retrouver le bonheur. Ben moi, personnellement, je me suis endetté, en fait, pour un montant entre 30 et 40 000 euros. La communauté compterait plusieurs centaines de fidèles en France. D'après nos calculs, les stages pouvaient rapporter à Loup Blanc jusqu'à 150 000 euros en 10 jours. La générosité des adeptes a permis à Cyril Adam de mener un train de vie luxueux. Il aime bien les voitures, il aime bien partir en voyage, il aime bien avoir sa piscine. Il possède une grande propriété dans les Pyrénées-Orientales. Une voiture de sport. Il est aussi adepte des séjours à l'autre bout du monde. Il y a longtemps que je voulais venir en Mongolie. Donc c'était un rêve. En décembre 2021, lorsque sa maison est perquisitionnée, de grosses sommes d'argent sont retrouvées. Cyril Adam avait l'habitude de se faire payer en liquide. C'est lors de ces stages que des femmes disent avoir subi des rapports sexuels sans consentement. Sarah avait 27 ans. Elle fréquentait la communauté depuis 3 ans, lorsqu'elle dit avoir été violée par Cyril Adam. Il m'a forcé à avoir un acte sexuel. D'un côté, en moi, j'avais envie de crier et de partir en courant. Mais en même temps, j'étais pas en capacité parce que c'était mon maître spirituel et que j'avais pas le droit de lui dire non. Lui, il disait toujours que ce que donne un maître, c'est un cadeau divin. Donc on ne doit pas refuser ce que donne un maître. Sophie, elle, était à peine majeure et n'avait encore jamais eu de relation sexuelle lorsqu'elle a rejoint la communauté. Je suis allée chez lui pour une pratique spirituelle. Il m'a demandé d'aller me doucher parce que j'étais pleine de larves astrales, plein de l'émotion des autres, etc. Après la douche, il m'invite à aller méditer et il me dit « prends mon pouce dans ta main ». Et il me dit « maintenant, prends mon sexe dans ta main, c'est la même chose ». Et je le fais. Et après, il m'a demandé de lui faire une fellation. Et il s'en va en me disant qu'il faut que je me rende compte de la chance que j'ai et que c'est sa propre énergie qu'il m'a donnée et que je dois en profiter pour évoluer spirituellement. Est-ce que c'était votre première expérience sexuelle avec un homme? Oui, c'était ma première expérience. C'est pour ça que je me suis sentie aussi mal et aussi dévalorisée.
Pour l'avocat des plaignantes, il ne fait aucun doute que ces femmes étaient sous emprise mentale. En réalité, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de conscience lorsqu'on devient adepte d'une communauté sectaire de façon générale et de la communauté dirigée par Cyril Adam en particulier. À Nîmes, le tribunal a refusé la demande de remise en liberté de Cyril Adam pour risque de pression sur les victimes, de concertation avec les adeptes et d'évasion. Incarcéré dans cette maison d'arrêt, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais son influence reste intacte. Loup Blanc maintient son autorité sur ses fidèles. Ses stages continuent. Nous nous sommes inscrits à l'un d'entre eux. Nous nous y rendons en caméra cachée. À l'intérieur, nous reconnaissons des femmes que nous avons vues au tribunal. Pour l'accueil, elles sont toutes habillées en blanc. Avant, on nous s'habillait en blanc que pour les soirs où il y avait une cérémonie. Et maintenant, le blanc demande qu'on soit toujours en blanc. Là où il a besoin de... Le stage démarre le lendemain à 8h30. S'assouplir, d'énergie. Par ce qui est présenté comme du yoga spirituel, censé libérer les énergies dans le corps. On est à l'écoute, on relâche tout ce qu'il y a à relâcher. En l'absence du soi-disant chaman, une de ses adeptes dirige les opérations. Allez, ça continue. Sentir le corps, hein, la structure. On va secouer les mains aussi pour sortir des choses par les chakras des mains. Et ça sort aussi par les chakras des pieds. C'est une divinité en vous qui fait le mouvement. Sentez votre chakra rouge hein, qui pulse, inspire. Après le yoga, c'est l'heure de la méditation. Deux femmes s'installent sur une sorte d'autel, à la place de leur chef spirituel. Derrière elles, des portraits de Loup Blanc, qui reste le maître incontesté. Je suis le chemin. Et on va le répéter ensemble 27 fois. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Ce mantra a été choisi par le fondateur de la communauté. Après plusieurs heures de méditation, c'est le moment du retour vers l'enfance. Maman, 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 maman. Amusez-vous avec la bouche, les lèvres. Retrouvez cette chose de l'enfant. Alors il va y avoir des souvenirs qui vont remonter, des choses qui guérissent. Maman, 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 maman. Maman, un mot censé réactiver la mémoire infantile pour aller mieux. Maman, maman, papa, papa. Sentez que l'énergie est différente entre maman, le M, et là le papa, pardon. Les prières sont maintenant dirigées vers la libération de Loup Blanc. Énergie, amour, amour, libération, il faut y avoir des libérations, on n'a pas comme ça. Il est bien présent. Il est là. C'est pas l'énergie qui est palpable. C'est une centrale énergétique. Je sais que les élèves aujourd'hui qui le soutiennent très fort, je ne vais pas les juger, j'ai été pareil qu'eux à certains moments. Si le changement se fait, c'est intérieur, c'est vraiment la personne. Et ce n'est pas forcément la voie de la justice qui changera quelque chose pour eux. Si Cyril Adam est aujourd'hui inquiété par la justice, c'est pour les actes qu'il aurait commis, et non les discours qu'il tient. Car en France, il n'est pas interdit de fonder une communauté. Et chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est notre Constitution qui le garantit. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Pour mettre un terme aux agissements d'un gourou, il faut prouver qu'il a commis des infractions pénales. Escroquerie ou abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine, non-assistance à personne en péril ou tout autre crime ou délit. Et les procédures sont longues. Identifié comme dirigeant de secte dès 1995, il a fallu attendre plus de 20 ans pour que Gabriel Loison soit condamné pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs. Dans une autre affaire, ce n'est que 9 ans après un premier signalement que le gourou Zeus a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viol et abus de faiblesse sur plusieurs esclaves sexuels.
Il a fait appel de cette décision. Les victimes ont besoin que justice soit faite pour se reconstruire. Au tribunal correctionnel de Paris, en octobre 2022. 13e chambre correctionnelle. 13e chambre correctionnelle. 603, 13e chambre correctionnelle. Cela fait 7 ans que cet ancien membre d'une petite communauté parisienne attend ce moment. David a porté plainte contre cet homme en 2015. Élisée Adé. Ce professeur de kung-fu recrutait de nouveaux membres en donnant des cours de combat gratuits au cours des années 2000 dans le parc de la Villette à Paris. Progressivement, il leur propose des séances de thérapie, alors qu'il n'est pas diplômé, puis des ateliers de découverte sexuelle. Il prétend être un ange et ses disciples masculins, des guerriers de lumière. Les femmes, elles, sont des FOX, Female Orgasm Experts. En français, des expertes en orgasme, auxquelles il demandait d'apporter la paix dans le monde en atteignant des orgasmes à répétition. Sur une trentaine de personnes, 3 ont porté plainte pour abus de faiblesse et 1 pour agression sexuelle. David appréhende de revoir l'homme qui avait pris le pouvoir sur sa vie. J'ai un petit peu le cœur qui bat. Disons qu'il y a de la pression parce qu'on a fait 8 ans, voire 10 ans de procédure, pour avoir passé de très nombreuses années dans ce groupe, qui est devenu une dérive, on peut le dire, sectaire. David a rencontré Élisée Adé en 2005. Il est resté 10 ans au sein de la communauté. Passer 10 ans là-dedans, c'est se couper de tout. J'ai pas vu mes parents vieillir alors que j'étais sous le même toit qu'eux. Tellement j'étais sous emprise en fait. Je ne voyais pas mes parents. C'était des fantômes. Cette coupure avec la famille, les parents, les amis, tout était devenu horrible. On quitte nos activités. J'étais mannequin, j'étais danseur, je tenais des cours. J'étais réalisateur dans une émission de radio. Et aujourd'hui, j'ai un vrai problème de réinsertion. Parce que j'ai pas la possibilité d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire quoi faire. Ça me fait vriller. C'est pas possible. J'ai un vrai problème. Et je peux pas voir de psychanalyste aujourd'hui. Vous imaginez, j'ai fait 10 ans de thérapie avec lui, allongé dans un fauteuil, face à un type qui n'est pas un thérapeute, qui se fait passer pour, à payer 50 € par semaine, 1 heure. Et c'est 52 semaines sur 52 pendant 10 ans. Ça fait 20 000 €, juste pour ça. Juste pour ça. L'avocat de David devra démontrer l'emprise psychologique exercée sur son client. Les procès pour dérive sectaire sont hors normes en ce sens qu'il faut rétablir tout un contexte et tous les éléments qui permettent de caractériser cette situation d'emprise. Pour l'audience, Élisée Adé est entourée d'une dizaine de fidèles. Face au juge, David et les 3 autres plaignants vont raconter l'engrenage qui aurait fait d'eux les esclaves du professeur de kung-fu. Lors de cette audience, Élisée Adé nie les faits qui lui sont reprochés. À la sortie, sans doute gêné par la présence de notre caméra, il tente de provoquer notre équipe et se fait sermonner par son avocat. Élisée, but te calme. Ah pardon, je croyais que tu m'as fait. Élisée, non. Oh, c'est bon, je fais une blague. Toi, tu te calmes. J'aime bien faire des blagues. Tu te calmes. Non, ça c'est pas une histoire de blague. 2 mois plus tard, c'est la victoire tant attendue pour les victimes. Le tribunal reconnaît un mécanisme d'emprise mentale extrêmement important. David peut enfin rêver d'une nouvelle vie. Élisée Adé est condamné à 2 ans et demi de prison, dont 12 mois fermes, pour abus de faiblesse par suggestion psychologique. Il a fait appel de sa condamnation et reste présumé innocent. Fidélité, obéissance ou soumission? La frontière est parfois difficile à cerner, surtout lorsque ces phénomènes s'inscrivent au sein de religions installées depuis des siècles. Chaque année, à la Pentecôte, 5000 pèlerins quittent Chartres pour rejoindre Paris à travers la Beauce. Cette procession est organisée depuis les années 90 par un mouvement en marge de l'Église catholique, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
sommes jeunes et nous sommes peut-être aussi un peu fous. En tout cas, fous de Dieu. Ces fous de Dieu, comme ils se qualifient eux-mêmes, seraient plusieurs dizaines de milliers en France. Ils refusent les évolutions de l'Église catholique, qu'ils jugent trop progressistes. Leur doctrine, c'est le retour à une foi et une liturgie traditionnelle. Eux se considèrent comme un mouvement chrétien fidèle à la parole du Christ. Par la souffrance sur l'arbre de la croix. Mais en 2016, la mission gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, épingle le mouvement dans un de ses rapports annuels et a reçu depuis une quarantaine de signalements. Nous avons voulu comprendre pourquoi ce mouvement inquiète et ce qu'il en est aujourd'hui. Rien n'arrête les fidèles de la fraternité. Ni la pluie, ni la foudre, perçus comme un signe de Dieu. Allez les gars! Allez! On a des grâces qui tombent du ciel. Au terme de 3 jours de marche, ils arrivent à Paris. Au cœur de la capitale, des milliers de fidèles ont rejoint les pèlerins pour une cérémonie traditionnaliste. La fraternité n'est pas autorisée à célébrer la messe à l'intérieur des cathédrales. Ce jour-là, elle a lieu place Vauban, sur l'esplanade des Invalides. Tout homme veut le bonheur, mais seul le juste qui vit de la foi peut y prétendre véritablement. Habemus Dominum. Pour comprendre l'origine du mouvement, il faut remonter aux années 70. Monseigneur Lefebvre, un archevêque français, s'élève contre les réformes en cours dans l'Église, qu'il juge trop progressistes. Il crée la Fraternité Saint-Pie-X pour défendre des idées et des pratiques traditionnalistes. La rupture avec le Vatican date de 1988. Cette année-là, Monseigneur Lefebvre consacre 4 évêques malgré l'interdiction du pape Jean-Paul II. Monseigneur Lefebvre s'est enfermé dans son obstination. Le vieux prélat de 83 ans vient de commencer la cérémonie qui va le couper définitivement de l'Église, dont il prétend défendre l'intégrité. Monseigneur Lefebvre et les 4 évêques sont excommuniés par le pape. Ils sont exclus de l'Église catholique. Mais c'est loin de freiner la fraternité. Elle s'est installée ici, à la fin des années 70, au sein de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est devenu son fief, là où elle révèle un discours anti-moderniste et anti-républicain. Ces messes sont retransmises sur Internet. Toutes ces abominations qui infectent notre société, que sont l'avortement, la contraception, les grossesses par autrui, la procréation médicale soi-disant assistée. Pour cet abbé, l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo serait un châtiment divin. Ces dessins qui se moquent de la Vierge Marie, eh bien ça monte jusqu'au ciel et ça attire la colère de Dieu. Et ces journaux satiriques, eh bien, le châtiment est arrivé. Pour lui, le professeur Samuel Paty, décapité par un terroriste, ne saurait être considéré comme un héros. Un professeur atrocement et injustement assassiné par des barbares, la République fait un héros. Pourtant, bien chers frères, où est l'héroïsme de montrer des dessins pornographiques à des jeunes filles mineures de 14 ans? Ce discours intégriste, 600 000 personnes dans le monde et 35 000 en France y adhéreraient selon la fraternité. Cette femme, âgée de 27 ans, est née et a été élevée dans la fraternité. Elle s'en est retirée il y a 3 ans. Elle raconte une communauté fermée dont il est difficile de sortir. La fraternité est dans une forteresse qui s'élève contre le reste du monde,
que le reste du monde, c'est le péché, c'est le diable et qu'il essaye de nous pervertir. Quand on est petit, à l'école, les religieuses, elles nous avaient dit « monde », quand on le met à l'envers, ça fait le mot « démon ». Et « démon », du coup, c'est le diable. Donc ça vous prouve bien, si même en français, le monde et le démon, c'est le même mot, ça vous prouve bien qu'en fait, le monde, c'est le diable. Solène, elle aussi a grandi au sein de la fraternité Saint-Pie-X. Depuis qu'elle a rompu avec sa communauté, elle reprend le contrôle de sa vie. Rien que de faire des magasins toute seule, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, je pense. D'aller faire des boutiques, de m'acheter un vêtement. On est presque perdu parce qu'en fait, on ne connaît pas ses goûts, on ne sait pas comment on a envie de s'habiller. Et le noir est associé à une couleur de la dépravation, à la couleur du diable. Donc, on n'a pas le droit de s'habiller en noir. Il ne faut pas que ça soit moulant. Donc, la robe d'aujourd'hui serait totalement, bannie. À 33 ans, elle dénonce une enfance coupée du monde et contrainte par les interdits. On n'avait pas de quoi écouter de musique, on n'avait pas d'ordinateur, aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Je n'ai pas été dans un cinéma avant d'avoir 20 ans. C'est vraiment une communauté qui enferme les enfants dans cette bulle. Solène a pris contact avec l'UNATFI, une association de défense des victimes de sectes qui recueille la parole des adeptes et les aide à se reconstruire. Donc là, vous avez ressenti quelque chose qui vous a fait penser à une emprise En 10 ans, une quarantaine d'anciens fidèles de la fraternité les ont contactés. Tiens, je te le confie. Ah, parfait. La dérive sectaire est caractérisée par une triple rupture. Avec la société, avec l'environnement et avec soi-même. D'après cette association, la fraternité coche toutes ces cases. Quand on parle d'emprise sectaire avec les ruptures, je crois qu'on les a avec la fraternité Saint-Pie-X, si vous voulez. La rupture avec l'environnement, c'est une évidence. Et pour certains, la rupture avec une partie de leur personnalité à eux, entre autres les femmes, elles n'ont pas la voix, la parole. Ce que je rajouterais qui signe un peu le sectarisme, c'est qu'il y a un sentiment qu'eux ont la vérité, et que les autres, non seulement n'ont pas la vérité, mais sont peut-être dangereux à fréquenter. Des discours dans lesquels peuvent plonger les enfants dès le plus jeune âge. Car la fraternité Saint-Pie-X a ouvert ses propres écoles. 59 au total, partout en France. Ce sont des établissements privés hors contrat, libres de leur enseignement et qui ne reçoivent aucun financement de l'État. C'est au château de Kernabat, en Bretagne, qu'a été scolarisée Solène. Un pensionnat pour jeunes filles dirigé par les dominicaines, proches de la fraternité. On était réveillés un peu avant 7h. On avait une demi-heure pour se préparer, puis la messe. Suite à la messe, un petit déjeuner en silence, après lequel on faisait un ménage. Le ménage en fait de tout l'établissement a été effectué chaque matin par toutes les élèves. Tout ça était toujours en silence, on n'avait pas parlé depuis la veille. Les journées sont rythmées par les prières. Et la règle du silence est imposée à tous. Elles évitaient vraiment au maximum qu'on puisse trop discuter entre nous. Les seuls moments où on pouvait un peu discuter, c'était au moment du plat principal où on pouvait discuter, avant d'être en silence pour le dessert et après la prière de fin de repas. À partir du collège, les classes ne sont plus mixtes. Garçons et filles ne doivent plus se fréquenter. Selon notre témoin, les filles sont considérées comme la source du mal. Tout ce qu'on doit faire, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de regarder, la manière de se tenir, on doit le faire en faisant attention à ce qu'on ne provoque pas les garçons. Pas de décolleté, pas de jupe au-dessus du genou, pas de pantalon évidemment, pas de cheveux détachés, etc. Par exemple, à l'église, les filles, elles doivent toujours porter un foulard, quel que soit leur âge, c'est-à-dire que dès qu'elles commencent à avoir 2 petits cheveux sur la tête, elles ont 2 ans, 3 ans, elles portent un petit foulard pour se couvrir les cheveux par modestie, parce que les cheveux, ça attire l'œil des garçons qui peuvent être distraits à cause des filles à la messe. Et du coup, la fille est responsable de la chute de l'homme. Et en classe, l'enseignement de la fraternité revisite certaines matières majeures, comme l'histoire. C'est un pan entier de la Seconde Guerre mondiale qui a été caché à cette ancienne fidèle. Par exemple, le terme de la Shoah, c'est quelque chose que j'ai appris bien après et je ne savais pas que ça existait. Et du coup,
Je sais pas, j'avais 18-20 ans, j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que la Shoah en fait? Le génocide des Juifs a été passé sous silence. Voici le livre avec lequel l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a été enseignée à nos témoins. Le terme de Shoah n'apparaît pas. L'extermination des Juifs par le régime nazi y est traitée en une seule phrase. La découverte des camps de concentration où avaient péri dans des circonstances atroces beaucoup de prisonniers politiques des pays occupés, des Juifs, mais aussi des opposants allemands à l'hitlérisme, fut exploitée sans scrupule par les socialo-communistes. Ce livre scolaire est imprimé par les éditions Clovis, un éditeur spécialisé dans les livres religieux, les catéchismes ou la vie des rois de France. Les éditions Clovis ne fournissent aucun manuel à l'éducation nationale. Elles appartiennent à la fraternité. Nous avons commandé le tome consacré à la Seconde Guerre mondiale pour savoir comment la Shoah y est enseignée aujourd'hui. Christine Guimonet est professeure d'histoire dans un établissement public. Nous lui avons montré le manuel. Contrairement aux ouvrages que nous utilisons en classe, au lycée, c'est que le mot Shoah n'apparaît pas, le mot génocide n'apparaît pas, l'expression solution finale n'apparaît pas. Bien sûr qu'il y a une phrase sur l'antisémitisme, mais ça n'est pas suffisant pour que l'élève puisse avoir une connaissance qui soit précise de cette période. Dans les manuels de l'éducation nationale, plusieurs pages sont consacrées à l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, photos et chiffres à l'appui. Dans nos livres de terminale, on a évidemment le cours, les textes, mais l'étude du génocide des Juifs et des Tziganes fait l'objet d'un développement précis. Il y a des documents, il y a des textes, il y a des plans pour que les élèves comprennent les processus d'extermination. Pour cette enseignante, faire l'impasse sur la Shoah est un dévoiement de l'enseignement de l'histoire. Enseigner la Seconde Guerre mondiale en passant sous silence l'extermination de 6 millions de personnes, c'est un problème. L'histoire, c'est une matière qui est très politique. Et le cours d'histoire, ça n'est pas fait pour endoctriner les élèves, ça n'est pas fait pour leur donner une vision particulière. Et les élèves ont droit à une histoire précise, fiable et exacte. Ces impasses sur l'histoire ont alerté les inspecteurs de l'éducation nationale. En 2014, Marie-Françoise Chavannes est la première à avoir lancé l'alerte. Elle est alors en charge de la mission de prévention des phénomènes sectaires dans l'Académie de Versailles. C'est là que j'ai repéré que dans un livre que Pétain avait sauvé la France. Et des ingrats avaient fui en Angleterre. Si c'est pas du révisionnisme, c'est quand même frappé par la loi. On est bien dans quelque chose de grave. Le hors-contrat ne veut pas dire hors la République. Et c'est cette confusion qu'il y a dans les esprits, une espèce de territoire isolé dans lequel la loi de la République n'existe pas. Et ça je ne peux pas l'accepter. Elle rédige alors un rapport coup de poing. Elle y dénonce un terreau propice aux endoctrinements. Des choix éducatifs favorisant l'emprise. Elle conclut que la vigilance s'impose et appelle sa hiérarchie à mener une réelle enquête. Alors, dès lors qu'il y a emprise, pour moi, c'est sectaire, c'est une privation de la liberté de penser de manière autonome. On ne donne pas les outils intellectuels qui permettent de chercher, d'aller comprendre autrement le monde. Je suis désolée, mais on ne peut pas laisser passer à l'école des positions qui sont contre contre la République. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, on n'a pas besoin de constitution, on n'a pas besoin de pays, on se débrouille et puis chacun fait ce qu'il veut. En 2016, l'inspectrice transmet son rapport au rectorat, au préfet et même au ministère de l'Éducation et de l'Intérieur. Mais rien ne se passe. Elle n'est pourtant pas la seule à alerter sur ces dérives. Depuis 2019, dans un établissement de la fraternité près de Rennes, plusieurs inspections rapportent que l'histoire y est instrumentalisée par la religion. Le récit dispensé aux élèves ne distingue pas l'histoire de l'histoire sainte. Le temps historique n'est pas celui des hommes, mais celui de Dieu. Le cours de première est à cet égard édifiant. Nous nous sommes procurés des dizaines de rapports qui pointent de graves manquements et même une dimension raciste.
Dans l'établissement fréquenté par Solène en Bretagne, voici comment l'apartheid en Afrique du Sud est justifié. Les Blancs sont arrivés avant les Noirs. Ils ont mis en valeur le pays, pour ne pas être submergés par la masse des Noirs et pour les discipliner. L'apartheid n'était pas la meilleure solution, mais il a préservé le pays de la guerre civile et des massacres qui ont eu lieu ensuite. Une interprétation révisionniste de l'histoire. Dans un rapport de janvier 2022, des inspecteurs s'inquiètent pour l'avenir des élèves. La construction de la personne et du citoyen interroge. L'orientation de certaines activités contribue-t-elle à former des citoyens libres, éclairés dans leurs choix et ouverts sur le monde? On fait des signalements. Et ces signalements restent sans suite. Alors pourquoi rien ne se passe? Nous avons demandé des explications au ministère de l'Éducation nationale. 5 mois après notre demande, voici ce que l'on nous répond. 8 pages pour nous dire que les constats antérieurs à 2021 ne peuvent être utilisés depuis la mise en place d'un nouveau cadre juridique. Et pour nous assurer que le contrôle a été très nettement renforcé, mais qu'il est parfois nécessaire de prendre le temps pour caractériser des manquements. Ces idées anti-républicaines, la fraternité les diffuse lors de certains événements. Chaque année, elle participe à un festival à Chiré-en-Montreuil, près de Poitiers. Les journées Chouane sont organisées par les éditions de Chiré, une maison d'édition locale qui publie des auteurs royalistes ou d'extrême droite. Les stands de la fraternité Saint-Pédis sont en bonne place. Leurs écoles y recrutent de nouveaux élèves. Bonjour. La promotion est assurée par les enfants et leurs parents. C'est les bulletins de notre école. D'accord. Dedans, on a toutes les photos. On a toutes les photos de l'école. Une cohérence absolue en fait. Tout ce qu'on leur enseigne à la maison, ce qu'ils ont à la messe le dimanche et ce qu'ils ont à l'école. Et oui, après vous pouvez regarder, il y a un site internet et puis si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez abonner. D'accord. Ici, les idées enseignées dans les écoles de la fraternité s'expriment au grand jour. On retrouve le même discours sexiste. Pour cet abbé de la fraternité, le rôle de la femme est d'être une mère. Sa place est à la maison. Quand c'est possible que la femme reste au foyer, c'est légal, je pense. Quand ce n'est pas possible, quand c'est un métier où on peut aussi rester à la maison. Ouais. Une femme qui fait la couture, qui fait des encadrements de tableaux, il y a des choses qu'elle peut faire. Ouais. Elle peut, voilà. Et là, il faut commencer à... Cet autre abbé, qui a appartenu à la fraternité, veut nous convaincre de l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Parce que la grande mission de la femme, elle est irremplaçable, c'est l'éducation et c'est la procréation. Dire qu'on est égaux, c'est stupide. La femme qui fait des études doit avoir clairement dans sa tête que quand elle se mariera, il faudra qu'elle soit prête à sacrifier une vie professionnelle. La femme pompier, les pompiers, pour rentrer dans le feu, il faut péter la porte. Donc il y en a un qui tient le burin et l'autre il a la masse, et puis normalement un gros coup et il expose la porte et là les pompiers interviennent. Femme pompier, elle prend la masse, une fois rien, 2 fois rien, pas cette force. T'as rien à faire là, tu fous la merde. T'empêches les hommes de bosser. Voilà ce que fait la femme quand elle n'est pas à sa place. Une femme, elle doit être douée à son mari. Le chef de la femme, c'est l'homme. Selon notre témoin, la soumission de la femme à son mari est d'ailleurs inscrite dans les rites de la fraternité. Dans les mariages, au lieu que ce soit l'homme et la femme qui échangent mutuellement leurs alliances, l'homme passe à la femme son alliance et se passe lui-même sa propre alliance pour montrer que la femme lui est soumise et que c'est pas elle qui a la main sur lui. Si l'extermination des Juifs d'Europe est minimisée dans les livres de la fraternité, ici, le révisionnisme s'exprime sans complexe. Vous savez, moi j'étais prof d'histoire-géographie, moi j'étais évoqué d'éducation sociale, pour l'histoire de la Shoah, tout comme ça. La Shoah, ça n'a pas existé, c'est des conneries, tout ça, c'est un bastragnard, tout ça. Et les 6 millions, ça n'a pas existé, c'est tout. Quand ils sont tenus de manière publique, l'auteur de tels propos encourt 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La fraternité n'est pas seulement un mouvement religieux. Certains de ses membres
sont proches d'associations porteuses de projets politiques. Voici le stand de Civitas, qui prône entre autres le retour à un État catholique. Bonjour. Depuis 2016, Civitas est devenu un parti politique d'ultra-droite. Voilà, alors donc, ce tract-là présente tout ce qu'il faudrait faire en France pour restaurer un ordre chrétien. C'est vraiment un très long travail d'influence et de rechristianisation. Il faut se battre pour l'avortement, il faut se battre contre la théorie du genre. La GPA, la PMA. Voilà, exactement, tout ça. Les militants de Civitas appellent à entrer en guerre contre la République, quitte à recourir à la force pour y parvenir. Ils organisent des entraînements paramilitaires, comme le montrent ces photos sur Internet. Quant à ce qu'ils appellent l'entraînement des âmes, voici ce que cet abbé de la fraternité déclare ce jour-là lors d'un rassemblement Civitas. Si j'avais les armes qu'il fallait sous la main, eh bien nous partirions déjà maintenant en guerre. Vous êtes cette troupe choisie de catholiques qui se propose de réunir nos forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux. Bon, encore que, nous devons donc combattre, Combattre la République. Combattre une partie de ses citoyens aussi. À côté de l'abbé, Pierre Hilard, un essayiste catholique intégriste, récemment épinglé par le ministre de l'Intérieur, propose de déchoir de la nationalité française les Juifs de France. En 1791, la naturalisation des Juifs. Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste, etc. ne pouvaient pas devenir français. Pourquoi ? Parce que c'était des hérétiques. Et la naturalisation des juifs en septembre 1791 ouvre la porte à l'immigration. Peut-être faudrait-il retrouver la situation d'avant 1789. Ces propos font scandale. En octobre dernier, suite à une série de déclarations antisémites et de menaces contre la République, Civitas a été dissous en Conseil des ministres. Civitas a fait un recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler cette décision. Mais la fraternité, elle, tente de poursuivre son expansion. Elle s'est implantée ici, à Mélan, une ville de 17 000 habitants, près de Grenoble. En 1992, elle a ouvert une école primaire d'une trentaine d'élèves. Son objectif désormais, construire une église dans ce parc de 5 hectares pour en faire son fief régional. Mais le maire, Philippe Cardin, s'y oppose. Il ne veut pas de cet édifice de 600 mètres carrés. Notre ville s'est construite autour des valeurs vraiment républicaines, démocratiques. On n'est pas du tout dans une ville qui est extrémiste. Et ça, c'est pas notre culture ici. Et c'est pas ce que nous voulons comme modèle de société dans notre ville. Ce qui a alerté le maire, c'est une célébration au sein même de l'école en 2017. Ce jour-là, comme le montre ce montage photo d'un participant, un hommage est rendu à l'homme qui a voulu tuer le général de Gaulle. Le colonel Jean-Bastien Thierry était partisan de la colonisation et de l'Algérie française. En août 1962, il tente d'assassiner le général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. La voiture présidentielle est criblée de balles. Le président échappe au pire. Jean-Bastien Thierry est condamné à mort et de Gaulle refuse de le gracier. Dans ses livres scolaires, la fraternité prend la défense du terroriste. Elle le présente comme un brillant ingénieur militaire qui voulait supprimer un homme néfaste.
Ça a quel sens de faire célébrer à ces jeunes enfants, on voit là, de 5-6 ans, de les placer dans ces combats qui sont aujourd'hui terminés. Donc c'est un mépris de la République déjà, c'est un mépris du président de la République, c'est un mépris de ce qui a été fait, c'est une négation de notre histoire. Ça vous inquiète ? C'est inquiétant. Ces jeunes aujourd'hui, ils sont petits, ils ne représentent pas de danger, mais quand ils auront 20 ans, cette culture identitaire, voilà, c'est un pan de notre histoire, il faut avoir tous les pans. Donc, le dossier de la fraternité. Le prédécesseur de Philippe Cardin avait accordé le permis de construire à l'église. Une association s'y oppose. Tout juste élu, Philippe Cardin la soutient et publie un article dans le journal municipal. C'est parce que nous refusons que soient accolés à l'image de notre commune des combats qui ne sont pas les nôtres que nous nous opposons à ce projet et appelons au soutien républicain de l'État dans sa lutte contre le radicalisme. La fraternité lui aurait alors dit qu'elle allait le poursuivre en diffamation. Mais elle lui propose un accord. Si vous changez d'avis sur le permis de construire, eh bien sûr, on ne portera pas plainte pour diffamation. Le maire ne change pas d'avis. Il est poursuivi. Pas en tant que maire, mais en son nom personnel. La fraternité lui demande 135 000 € de dommages et intérêts. Et donc les 135 000 €, c'est pas la commune qui va les payer si le tribunal considère que je suis coupable. C'est Philippe Cardin. Donc voilà, un maire d'une petite commune, même 135 000 €, c'est une forte somme. Voilà, donc c'est là que je me suis rendu compte que ça impliquait ma famille, ma vie privée, voilà. Et c'est vraiment là qu'est l'intimidation, en fait. L'intimidation, elle n'est pas sur le combat politique. Elle est sur les conséquences personnelles que peuvent avoir ce genre d'actes. Le maire de Mélan n'est pas riche. Mais la fraternité, elle, a de gros moyens. Selon les comptes que nous nous sommes procurés, elle disposait en 2021 de près de 54 millions €. Une petite fortune, acquise en partie grâce à la générosité des fidèles. Plus de 6 millions € de dons, notamment issus de la quête. Une solide trésorerie, à laquelle s'ajoute un patrimoine immobilier estimé à plus de 100 millions €. Plusieurs châteaux, de grandes propriétés, acquises souvent grâce à des donations ou des legs de fidèles. Et cela met en colère certaines familles. Pierre Gastine et ses 5 frères et sœurs auraient dû être les héritiers de la fameuse école primaire de la fraternité de Mélan. Elle était dans la famille depuis 6 générations. Mais en 1991, lors d'un déjeuner familial, coup de tonnerre. Leur mère leur apprend qu'elle a vendu la propriété. Et donc quand elle nous a annoncé ça brutalement, on est tous tombés des nues, quoi. Hein. C'était une merveille, cette maison. Et puis surtout de penser que partir des cathos intégristes. Pierre découvre les détails de la transaction entre sa mère et la fraternité. La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 5 millions de francs. Et donc moi, quand j'ai su ça, 5 millions de francs, je suis allé voir un promoteur à Grenoble. Et d'emblée, il m'a fait un courrier me disant que lui, il achetait le double. Même plus du double, 11 millions de francs. 11 millions de francs. Une valeur sous-estimée de moitié, d'après lui. Et ce n'est pas tout. La mère de Pierre a cédé sa maison à des conditions très avantageuses pour la fraternité. En 10 fractions annuelles de 500 000 francs chacune. Et ni intérêt, ni indexation du prix. Un paiement étalé sur 10 ans, alors qu'elle était âgée de 80 ans au moment de la transaction. Révoltés par les conditions de la vente, Pierre et ses sœurs ont saisi le juge des tutelles pour abus de faiblesse. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Je vais plus là-bas. Je passe plus. Il passe plus, il veut plus la regarder la maison. Voir s'échapper une partie de son héritage au profit de la fraternité, c'est ce qui a failli arriver à une autre famille, non loin de là. Juste à quelques kilomètres, c'est l'histoire de Vladimir. Sa mère s'est éloignée de lui lorsqu'elle a rejoint la communauté.
il vient de renouer avec elle. T'es toujours contente d'être là, rassure-moi. Bien sûr, je suis bien. Bon, ben, en attendant, moi, je suis content de te voir un peu mieux. Oui, Hein? je suis bien, je suis Ouais, très bien. ouais. La mère de Vladimir vit aujourd'hui dans une maison de retraite. Son fils vient de la sortir de l'enfer. Il y a encore un an, elle vivait ici dans cette maison qui porte toujours les stigmates de son appartenance à la fraternité. Vladimir est fils unique. Sa mère était professeure de mathématiques et de sciences dans un collège. Avant de rejoindre la fraternité, c'était une femme libre. Voilà, ma mère, mon père, mes grands-parents et moi-même. Vous aviez quel âge? Là, moi, je devais avoir 1 an. Vous voyez, elle s'habillait tout à fait à la mode. Elle était avec des talons hauts. C'était une belle femme, quoi. Digne d'une Jackie Kennedy. Une famille heureuse, des vacances au bord du lac. Ma maman et moi. Quand Vladimir fonde sa propre famille, sa mère devient une mamie épanouie, attachée à ses petits-enfants. Mais tout bascule quand elle retrouve André, son amour de jeunesse. À l'âge de 50 ans, elle divorce du père de Vladimir et se remarie. André est membre de la fraternité Saint-Pédis. Peu à peu, Vladimir voit sa mère changer. Elle écoute un nouveau genre de disque. Je sais pas si c'est là. Ah si, c'est là. Les discours du maréchal Pétain. On est dans le sévère aussi. Un personnage réhabilité par la mouvance catholique intégriste. Des bondieuseries, il y en a partout. Elle change le décor de sa maison. La mère de Vladimir n'avait pourtant jamais mis les pieds à la messe. Vous remarquerez, il n'y a pas une photo de mes gosses, il n'y a pas une photo de moi. Avec son nouvel époux, elle consacre tout son temps à la prière. Peu à peu, elle se détache de ses enfants et de ses petits-enfants. Ma maman vous voit ma fille. Et ben elle m'a dit, on vous voit les gens qu'on ne connaît pas. Donc, je lui ai dit, mais maman, c'est ta petite fille. Ah mais non, non. Ah oui. Donc ça veut bien dire qu'ils sont arrivés à écarter ma maman de sa propre famille. Je suis ému. Moi, j'ai toujours respecté ses croyances et ses... J'allais dire ses délires, entre guillemets, mais on n'est pas loin du compte, hein, quand je dis ça. Parce que je ne mesurais pas l'importance que ça pouvait prendre et les conséquences que ça pouvait engendrer. Vladimir tente de garder un lien avec sa mère, mais elle ne lui accorde que de rares contacts téléphoniques. Rompre avec sa famille, quand elle ne partage pas les valeurs de la communauté, est caractéristique des mouvements sectaires. Je vais vous montrer. À la mort de son beau-père, Vladimir découvre sa mère squelettique chez elle. Absorbée par une foi extrême, elle ne se nourrit plus. Voilà, quelques paquets de biscuits. J'ai constaté des placards vides. Voilà, c'est en l'état. Hein. Voilà, du sucre. Tout est vide. En fait, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'aliments. La vieille femme se laisse mourir. Elle a déjà rédigé une lettre dans laquelle elle cède ses biens à la communauté. Nous, sous-signés, déclarent en cas de mort de nous deux, donnons nos biens immobiliers et mobiliers, livres, collections, discothèques à la fraternité Saint-Pédis. Sa maison, 2 parcelles de terrain, soit environ 500 000 € selon Vladimir. Ah, maigre consolation. Par contre, les avoirs bancaires, compte livré, crédit agricole, caisse d'épargne, SICAV et assurance iront au fils, monsieur Vladimir. On leur a fourni un modèle de testament en faveur des œuvres de SE Monseigneur Lefebvre. Il n'y avait plus qu'à compléter. La fraternité lui aurait indiqué comment lui céder ses biens. Vladimir a retrouvé cette lettre type de testament, avec des consignes à recopier manuscritement
et des indications à suivre pour rester conforme à la loi. Voici quelques remarques qu'appelle la lecture de votre testament. Il faut vérifier que la part revenant à votre fils est bien préservée, soit la moitié de la totalité. Ils essayent de rester dans les clous. Ouais. En plus d'avoir fait des études de théologie, les gars, au niveau business, ils sont forts, quoi. Ah ouais, c'est une affaire qui tourne, hein. Sa mère avait aussi donné beaucoup d'argent à la communauté. Moi, d'après les relevés, entre 150 et 300 euros par semaine. Depuis, Vladimir a obtenu le placement de sa mère sous curatelle et il a réussi à faire annuler le testament, mais il ne décolère pas. Moi, si ma mère faisait des voyages, si elle prenait soin d'elle, si elle allait chez le coiffeur, si elle se pomponnait comme c'était le cas avant, si elle vivait des choses positives, si elle voyait ses petits-enfants, si elle... Mais c'est pas en vous voyant sa petite-fille et en ne cherchant pas à voir son petit-fils, en ne mettant aucune photo de sa famille à la maison, qu'on tourne rond. Et moi, je suis là, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière et j'en suis bien content. Quitter un mouvement dans lequel on a passé des années, sans avoir aucun soutien à l'extérieur, c'est difficile. Solène, elle, y est parvenue, après bien des péripéties. Elle avait 18 ans. Elle est tombée amoureuse d'un garçon de la fraternité dont les origines ne plaisaient pas à son père. Il était adopté, il était chilien, qui n'acceptait pas une personne, je pense par conviction, relativement raciste. Donc on m'a demandé d'arrêter de le voir. J'ai quand même continué à le voir. Du coup, j'ai été emmenée dans le couvent où ma sœur était religieuse pour réfléchir et pour écrire une lettre de rupture. Là, on peut parler de séquestration complètement, et sachant qu'en plus j'étais majeure. Tous les courriers que j'envoyais à mes amis en leur disant bah voilà, je suis ici, j'ai besoin d'aide. Tout ça a été relu, censuré. Mes amis n'ont jamais rien reçu. Après 4 mois d'enfermement, elle parvient à s'enfuir chez une tante qui la recueille. Ça a été assez violent. Quand j'ai décidé de rester chez ma tante, j'ai reçu plusieurs lettres de la part de mon père avec des pressions morales énormes. Là, il me dit que je suis en état d'adultère, pourquoi je vis dans un état de péché mortel, que je remets en doute la foi. En quittant la communauté dans laquelle elle vivait depuis sa naissance, Solène a perdu tous ses repères. Il lui faudra des années pour se reconstruire. Nous avons proposé à la Fraternité Saint-Pédis de réagir dans ce documentaire. Une demande restée sans réponse. Protéger les enfants de l'embrigadement, c'est ce que les autorités françaises ont tenté de faire ici, à Sus, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec un autre mouvement religieux. Son nom ? Tabitha's Place, une communauté chrétienne apocalyptique déjà épinglée en Allemagne. Voici les images qui avaient choqué tout un pays. On y voit une adepte taper un enfant à coups de baguette. La branche allemande du mouvement a été dissoute pour maltraitance infantile en 2013. En France, la communauté a continué de prospérer dans le château qu'elle occupe depuis 1983. Une centaine de personnes y vivraient en permanence, dont une 50aine d'enfants. Ce jour-là, Tabitha's Place organise une journée porte ouverte pour annoncer son départ aux villageois. Un départ provoqué par la condamnation judiciaire de 10 parents qui ont organisé la scolarité illégale de leurs enfants, et celle d'une mère pour avoir infligé des châtiments corporels sur mineurs. Vous avez été invité aux portes ouvertes ? Oui, bien sûr. D'accord. Et vous y allez ? Oui. Vous les connaissez bien ? Mais on était là quand ils sont arrivés il y a... Moi j'avais 40 ans. C'est un peu bizarre parce que je me rappelle quand on était jeune, on sortait en boîte, on rentrait mettons, à 5h ou 6h du matin, il y avait toujours la lumière allumée. Toute la journée. Ils doivent faire le lavage de cerveau là. Mais notre présence dérange certains habitants. Ils sont filmés là. On va y raconter des conneries sur la presse encore. Non, parce que c'est pas une secte. C'est des amis chrétiens. Ils parlent de Dieu et de Jésus-Christ, comme moi.
Le mouvement fondamentaliste Tabitha's Place est né aux États-Unis dans les années 70. Implanté dans une dizaine de pays, ces 140 000 adeptes vivent en autarcie, produisant leur nourriture et refusant tout vaccin et médicaments. Une éducation très rigoureuse et des violences sur les enfants ont valu à plusieurs adeptes d'être condamnés. En France, en 2001, 2 membres de cette secte ont été condamnés en Béarn pour avoir laissé mourir un enfant de 19 mois, faute d'alimentation et de soins. Un jeune homme a accepté de nous raconter son enfance au sein de ce mouvement. Il y est né et il a subi 18 ans d'une éducation violente. La correction des enfants, ça fait partie de leurs enseignements. Pour un oui, pour un non, on se faisait corriger parce qu'il fallait des enfants purs, des enfants qui n'aient pas de péché. C'est vraiment tous les membres de la secte qui pouvaient nous corriger. Donc il y en avait certains qui étaient très durs. On m'a déjà mis tout nu, on m'a fouetté sur le corps entier, totalement à poil. À quel âge? Je vais avoir 6 ans, 7 ans, par là. Avec quoi on vous corrigeait? En général, c'est des baguettes en osier qui est trempé dans l'huile pour que ça soit bien flexible, pour qu'elle casse. Et après, des fois, c'était des bambous, tout ce qu'ils trouvaient, tout ce qu'il fallait. Des fois, j'avais même du mal à m'asseoir, ou même à marcher, puisqu'on nous foutait même sous les pieds. Dans cette communauté, les parents, mais aussi tous les adultes, s'arrogeaient le droit de battre les enfants. Alors nous avons voulu savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le château. Bonjour. Bonjour. On vous demande de ne pas filmer, s'il vous plaît. Nous avons dû nous équiper d'une caméra cachée pour être autorisés à y rentrer. Bienvenue. Ça va, merci beaucoup, c'est gentil. Tu veux me tutoyer? Oui, cette fois, d'accord. Moi c'est... D'accord. Cette fois, nous sommes chaleureusement accueillis. On nous propose même de visiter les lieux. Bonjour. Surprise, de la salle du déjeuner aux étages, aucune trace des enfants. Depuis que Tabitha's Place a été condamnée pour scolarité illégale, certaines familles auraient déménagé à l'étranger pour ne pas scolariser leurs enfants à l'école publique. Ah oui, l'histoire des enfants, c'est qu'en fait, on peut plus éduquer à la maison. Et du coup, ils sont tous partis, les petits? Ah bah, on a envoyé des familles ailleurs. Hein. Mais dans d'autres communautés où ils sont rentrés à la vie normale Ah non, c'est pas dans la vie normale, un peu partout dans les autres communautés. Donc ils sont partis à l'étranger, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ça doit vous manquer un peu, non? C'est présence. Ça a changé complètement notre vie. Parce que notre vie, elle était beaucoup basée avec les enfants. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et il y en avait beaucoup? Oh, il y en avait pas mal, ouais. Et pourquoi vous les avez pas mis à l'école à côté? Elle est tout près. Il y a une école à côté. J'ai vu une pancarte école, non? Parce qu'on ne veut pas les mettre à l'école. Ah, vous voulez pas du tout les mettre à l'école? Pas du tout. On leur enseigne pas les mêmes valeurs. D'accord, c'est pas le programme officiel. Les valeurs de la République, c'est fini, quoi. Les valeurs morales, les valeurs de vie, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes. Cette tolérance de tout, qu'on peut tout faire, la sexualité, les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui se... Tout ça, c'est écrit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Nous, on a l'espoir, on sait qu'on va vers la fin de quelque chose, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose de nouveau. Ici, les enfants étaient déscolarisés et privés de leurs droits élémentaires. Être soignés, être éduqués, jouer. Les enfants étaient soumis au travail forcé dès leur plus jeune âge. C'était quoi comme travail? La menuiserie, à faire de la charpente, la maçonnerie, tout. Et vous travaillez beaucoup? Oui. À une époque, on travaillait plusieurs fois, même 24 heures sur 24. Peut-être 2 fois par semaine. C'est quoi une journée type, par exemple? Une journée type, c'est réveillé à 6 heures, après 1 heure d'enseignement, donc religion. Après manger, après travail jusqu'à midi. Et le soir, 1 heure de religion, manger et repartir au travail. Et c'était comme ça tous les jours? Ouais. Ce garçon a quitté la communauté avec son père. Sa mère, elle,
y vit toujours. Elle leur a dit qu'ils iraient en enfer. 6 mois après avoir annoncé son départ, Tabitha's Place n'a toujours pas quitté le village. Et on ne sait pas où ont été envoyés les enfants. Depuis la fin de ce tournage, le maître du jeûne pranique, Nicolas Pilartz, continue ses activités dans l'Aveyron. Très bien, les amis. Il a organisé un grand festival en juin dernier. À Paris, le professeur de kung-fu a fait appel de sa condamnation et reste présumé innocent. Loup Blanc, le chaman des Cévennes, est toujours incarcéré dans l'attente de son procès. Lui aussi reste présumé innocent. À Mélan, le maire a perdu son combat contre la fraternité Saint-Pédis. Le tribunal administratif a validé le permis de construire d'une église sur la commune. Attends, tu vas la prendre la décharge, tu vas voir, c'était assez. Quant à Solène, elle est devenue mère. Elle a fondé sa famille, loin de l'emprise qu'elle a connue.